Il n'y a pas d'intervention d'avocat pour le plaignant. C'est la police qui fait exactement ce qu'elle veut. Même si, on va dire 2-3 jours après, la femme, l'homme vient à la police et dit voilà, non, je me suis emporté, j'ai un peu exagéré, eh bien c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maître David Fall, pénaliste, avocat depuis 20 ans en Israël. Et on a décidé aujourd'hui d'aborder avec lui certaines procédures parfois un peu musclées dont les francophones n'ont pas tellement l'habitude. Il est important de savoir comment ça fonctionne pour bien connaître ses droits et surtout éviter que les choses dégénèrent. Maître David Fall, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, nous aussi, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'avec le corona, il y a eu une recrudescence, on va dire, dans différents domaines, mais il y a une recrudescence déjà dans les affaires familiales, dans la vie familiale, de violences familiales, aussi bien envers les femmes ou les conjoints, enfin les maris, et puis envers les enfants aussi, qui ont été souvent victimes. Alors, vous ne vous occupez pas en général de droit de la famille, mais lorsqu'il y a une connotation pénale, vous êtes là. Oui. Le cabinet exerce en matière pénale depuis donc une vingtaine d'années. Et on a dû, avec le temps, depuis à peu près 3-4 ans, s'adapter aussi et monter un département qui s'occupe uniquement de divorces très conflictuels. Ça veut dire des coups, quand il y a vraiment de la violence, quoi. Exactement. Ce sont des divorces en général qui sont reliés donc au domaine pénal, puisqu'ils commencent en général par une plainte d'un des deux conjoints. La particularité, c'est justement qu'il peut y avoir des plaintes autant de monsieur sur madame ou de madame sur monsieur, pour violence, pour harcèlement, quelquefois même pour kidnapping d'enfants. Un des deux parents part avec les enfants de France en Israël ou d'Israël en France. Et on a dû, donc, dans ce département, gérer des dossiers de divorce très, très conflictuels, avec donc de la violence, avec la police, avec les services sociaux, un mélange donc, de toutes ces matières qui font qu'aujourd'hui, on s'occupe énormément de dossiers tels que ceci. Alors, pourquoi les francophones doivent connaître particulièrement bien leurs droits dans ces domaines-là ? Si jamais ça arrive, s'il y a une explosion de violence, une plainte déposée à la police envers l'un des conjoints, à quoi les gens s'exposent-ils ? Bon, alors déjà, il faut expliquer plusieurs choses. La première chose, c'est que la particularité en Israël, c'est que c'est quand même un État policier. Par la force des choses, c'est un État policier. Donc, quand vous dites ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la police est vraiment omniprésente en Israël. Et j'en viens justement, en France par exemple, quand on porte une plainte contre quelqu'un, quand on dépose une plainte au pénal contre quelqu'un, on a la possibilité de se rétracter. Ça n'existe pas en Israël. Il y a une plainte, il y a une plainte. Ça veut dire que quand quelqu'un porte une plainte à la police, la plainte devient la propriété de l'État et de la police. Au nom donc, du bien public, au nom de l'intérêt public, la plainte est gérée par la police et uniquement par la police. Il n'y a pas d'intervention d'avocat pour le plaignant, c'est la police qui fait exactement ce qu'elle veut. Même si, on va dire 2-3 jours après, la femme, l'homme vient à la police et dit voilà, je me suis emporté, j'ai un peu exagéré, eh bien, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. La police fait exactement ce qu'elle veut. Le mal est fait. Je ne dis pas que c'est un mal, parce qu'il y a, bien évidemment, il y a des situations d'urgence. Il y a des situations d'urgence, il faut le faire. Mais il arrive parfois que, dans une vie, un mot déplacé, une menace déplacée, malheureusement des fois un coup déplacé, une fois dans une vie, que ce soit l'homme ou la femme, attention, c'est vraiment le cas aujourd'hui, je pense que c'est encore récupérable, dans la mesure où après le couple va faire peut-être une thérapie conjugale où il y a de l'amélioration dans les rapports. Et malheureusement, dès qu'il y a une plainte, ça met en route tout un mécanisme qui est
très compliqué. Ça veut dire, 1, la police, 2, une information immédiate aux services sociaux sur des violences familiales dans un couple, ça veut dire intervention des services sociaux à plus ou moins long. Pour gérer les enfants. Soit pour gérer les enfants, soit pour gérer les relations entre les conjoints et voir si justement il n'y a pas une situation d'urgence pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services sociaux, ça ne les intéresse pas de savoir qui a tort, qui a raison dans un couple. Si des enfants sont dans la tourmente, eh bien, les services sociaux rentrent dans le tableau et peuvent prendre des mesures très très agressives jusqu'à l'enlèvement des enfants carrément et le placement dans des familles d'accueil le temps que la tempête passe. Parfois, ça peut être plus long. Et des fois, c'est plus long, oui. Mais c'est vraiment mettre le doigt dans un engrenage. Donc, c'est important de bien connaître les droits et surtout les devoirs aussi. Quand on porte une plainte à la police, la plainte ne vous appartient plus. Ok, alors ça, c'est quelque chose d'important à savoir, mais il y a aussi des actes, comme par exemple des parents qui auraient un peu la main leste avec leurs enfants, sans pour autant les battre, mais par exemple mettre une claque à son fils. Alors, sur ça, c'est très très important. Et s'il y a une chose que vos auditeurs doivent vraiment se retenir de cet entretien, en Israël, il y a une jurisprudence qui perdure depuis des années. Mettre une claque, une fessée, pincer un enfant, c'est un acte grave de violence. Ce n'est pas en France, on n'est pas en France où il y a une certaine tolérance quand on voit par exemple une maman mettre une fessée à son enfant. Il faut dire que pour une claque, on peut aller en prison en Israël ? Je ne dis pas qu'on peut aller en prison, mais on peut avoir, oui, un procès en pénal parce qu'on aura mis une claque à son enfant. En général, comment ça se passe ? Vous dites c'est une incroyable. Claque, vous dites une claque. Une claque, c'est vraiment le plus bas, oui, bas bien niveau. Sûr, c'est pour mais qu'on comprenne bien. Il va y avoir une information de la police, par exemple, aux services sociaux. Les services sociaux vont commencer à prendre l'affaire en main et voir comment ça se passe. Ils vont interroger les enfants. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation des parents pour interroger les enfants. Il y a des inspecteurs pour les interrogatoires d'enfants qui sont formés pour ça. Et s'ils sentent qu'il se passe quelque chose, alors à ce moment-là, vous serez dans les mains de la police et des services sociaux. Et là, ça peut aller très très loin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Israël, on ne frappe pas un enfant, on ne met pas une claque à son enfant, on ne le pince pas, on ne le brutalise pas. On ne le brutalise pas. C'est-à-dire, j'entends souvent des gens qui me disent, me disent, voilà, on a un dossier à la police, les services sociaux, on ne sait plus quoi faire, etc. J'ai juste mis une claque à mon enfant. Et c'est très difficile de faire comprendre à des Français, surtout ceux qui viennent d'arriver il y a pas assez longtemps. Alors, je vous coupe, mais oui. La plainte vient du fils ou de la fille ? Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit, par exemple, un voisin, entendu que ça, qui peut prévenir la police, soit des doutes, par exemple, d'une maîtresse ou dans un GAN. Et alors, à ce moment-là, elle fait une information aux services sociaux. Sous 24-48 heures, vous avez un interrogateur qui arrive au GAN, à l'école, et qui interroge l'enfant. Si l'enfant dit qu'il a reçu une claque ou s'il a reçu une fessée ou s'il a été un peu malmené, alors à ce moment-là, il y a un vrai dossier qui s'ouvre. Il n'y a aucune tolérance. Tolérance zéro sur ces dossiers-là. Vraiment. Alors, c'est vrai qu'avec le corona, on a vu vraiment une recrudescence de tensions dans les familles avec des rôles qui ont été inversés, avec chacun cherche sa place. Il n'y avait pas de travail, il y avait une grosse pression au niveau de l'argent, évidemment, dans certaines familles. Est-ce qu'on peut... là, je pense aux familles qui nous regardent peut-être et qui sont peut-être dans cette situation. Avant d'en arriver là, quand on sent que ça va déraper, est-ce qu'on peut aller voir un avocat pour prendre conseil ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter la catastrophe ? Alors, les avocats ne sont pas des conseillers conjugaux, non, c'est sûr, mais bon... maintenant, au niveau du droit, je parle. Non, il est certain que depuis à peu près... même avant le corona et surtout pendant le corona, les familles, c'était en fait compte comme une marmite. Et des couples qui n'allaient pas très très bien, leur situation ne s'est pas améliorée pendant le corona. C'est clair. Il y avait de la tension tous les jours, avec des mots, avec des comportements violents, jusqu'à... et c'est arrivé vraiment à des multiples occasions que l'homme soit violent envers la femme ou la femme soit violente envers l'homme. Ça marche vraiment dans les deux sens et ça a été vraiment le... Enfin, il y a eu plus de morts de femmes sous les coups de leurs époux pendant cette triste période de corona que le contraire, si je puis me permettre. C'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va dire que le monopole de la violence était avant le corona, on va dire du côté plus des hommes.
Aujourd'hui, ce monopole a été vraiment entamé puisque les femmes également peuvent faire preuve d'une très grande violence. Et c'est un petit peu le phénomène qui est apparu pendant le corona. Okay. Il m'est arrivé d'aller chercher comment on appelle ça, à la station, enfin au commissariat, des femmes en garde à vue parce qu'elles avaient été excessivement violentes avec leur mari. Ça m'est arrivé aussi. Donc oui, il y a le monopole de l'homme, parce que l'homme physiquement est beaucoup plus fort, mais les femmes aussi ont perdu un peu la raison, et c'est arrivé plusieurs fois pendant le corona. Bon, alors on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, évidemment. Je voudrais revenir sur ce que vous nous avez expliqué en préambule, que Israël est un État policier, où les procédures n'étaient pas du tout les mêmes qu'en France, que les choses allaient beaucoup plus rapidement, et que apparemment, concernant les interrogatoires, les perquisitions, sont des choses assez communes qui peuvent arriver à tout le monde, même si on n'a rien fait. Oui, tout à fait. Pour être bref, en Israël, le principe, c'est qu'on arrête et après on parle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les arrestations sont très fréquentes. Les gens qui suivent les informations, on entend un tel s'est fait arrêter pour ci ou pour ça. Il faut être très prudent, parce que la police arrête de façon très fréquente les personnes, de façon à pouvoir bien les mettre de côté pour pouvoir les interroger. C'est-à-dire qu'en général, l'enquête est en ce qu'on appelle sous-marine, mais ils n'attendent pas beaucoup pour arrêter les gens. Oui, et puis alors, on peut voir débarquer chez soi la police à 4h du matin, 5h du matin, se tambouriner à la porte. La police peut arriver chez absolument n'importe qui. J'en ai des dizaines d'exemples dans le mois qui vient de passer. Arriver à 5h du matin parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est suspecté d'une arnaque ou d'un crime quel qu'il soit, et parce que vous avez un lien indirect avec l'affaire. Alors à 5h du matin, on débarque chez vous, on vous renverse votre maison, on vous amène au commissariat, on vous garde pendant 10 heures, et après on vous dit merci monsieur de votre collaboration, vous étiez en fin de compte ici témoin, vous pouvez rentrer chez vous. Et ça, c'est monnaie courante. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là ? Quel est Alors, il y a une erreur que font absolument tous les Français qui sont dans ces situations-là, c'est de dire, puisque la police a l'obligation de leur dire, voilà, vous avez le droit de parler avec un avocat, avant de répondre à la moindre question. Ok, mais l'avocat n'assiste pas à l'interrogatoire. Non. Donc, ils ont le droit de contacter un avocat avant l'interrogatoire. L'erreur des Français, c'est de dire, en fin de compte, mais moi, j'ai rien fait, j'ai pas besoin d'avocat. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver. Ça veut dire que dans un interrogatoire, on sait quand on rentre, on sait comment on rentre, mais on ne sait pas comment on va sortir et quand on va sortir. Si on va sortir coupable ou innocent. Je ne dis pas coupable, mais au moins chargé énormément, avec des techniques de manipulation qui sont très très forts, les Israéliens là-dessus, où on va lui reprocher tout et n'importe quoi, pour voir éventuellement dans quel sens souffle le vent et éventuellement grappiller au passage peut-être d'autres informations sur cette personne qui n'a aucun lien avec le pourquoi du comment il est aujourd'hui en interrogatoire. Mais est-ce qu'ils expliquent aux gens qui sont interrogés pourquoi ils sont là ou même pas ? En général, ils ont l'obligation de leur dire, voilà monsieur, il y a une phrase qu'on appelle la hazara, l'avertissement dans un interrogatoire, du monsieur, vous êtes suspecté que vous avez fait ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que vous avez à dire ? Et vous pouvez avoir l'assistance d'un avocat avant de répondre à mes questions. Donc, première réaction en général des Français, c'est « mais je ne comprends pas de quoi vous me parlez, je ne sais pas de quoi vous me parlez, je n'ai absolument rien fait, je n'ai pas de lien avec ce que vous me dites, je n'ai pas besoin d'avocat, il n'y a aucun problème. » Et après, ça se complique. Ok, bah bien sûr. Donc la bonne réaction, c'est quoi qu'il en soit, même si on n'a rien fait, même si on ne sait même pas de quoi on nous parle, prendre un avocat. Exactement. Est-ce que on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais disons ceux qui sont suspects, ou en tout cas interrogés, est-ce qu'ils ont droit à un traducteur ? Parce que souvent, bien évidemment, certains ne parlent pas français. Très bonne question. Parlent pas hébreu, pardon, que Alors, français. Deuxième erreur qui se passe en général avec un candidat à l'interrogatoire français, c'est que il essaye de se débrouiller en hébreu ou se débrouiller en anglais. La loi est très claire.
la police a l'obligation d'enquêter et d'interroger quelqu'un suivant sa langue maternelle. À part si vous êtes complètement bilingue en hébreu ou en anglais, il n'y a pas de problème. Mais surtout ne pas s'aventurer à faire un interrogatoire, à répondre à des questions d'interrogatoire si votre hébreu est même moyen plus et même bon. Il vaut mieux répondre dans sa langue maternelle, ça c'est sûr et certain. Et c'est votre droit le plus absolu. Ils ne peuvent pas commencer un interrogatoire s'ils n'ont pas fait venir un traducteur. Et il faut, comme on dit en hébreu, la mod al-shelanu, ça veut dire qu'il faut vraiment insister et ne pas se laisser, on va dire, bercer par l'interrogateur qui n'a qu'une envie, c'est interroger rapidement pour que ça soit rapidement fait et qui vous dit en général, et j'ai centaines d'exemples, bon, écoute, ce sont quelques questions, réponds et puis après tu rentres chez toi. Et en fin de compte, ça dure 5 heures. Donc, il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça que vous êtes là pour nous prévenir. On ne sait jamais. Hein. Je dis, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Mais absolument à tout le monde. Bien sûr. Mais je souris, mais je n'en pense pas moins. Est-ce qu'il y a des cas où on sort de là et alors, vous nous avez dit chargé, mais est-ce qu'on peut être vraiment accusé ? À ce stade-là, on n'est pas accusé, mais... il peut arriver qu'une personne se fasse arrêter, interroger. Selon la loi, il y a 24 heures donc, de possibilité de le garder. Et au bout de 24 heures, la police a 2 choix. Soit elle l'amène devant le tribunal pour prolonger la garde à vue. Et elle peut la prolonger jusqu'à 30 jours, ce qui est énorme. Soit elle le libère, mais avec des limitations de liberté. Ça peut être une détention à la maison, ça peut être une interdiction de parler avec X ou Y, ou une interdiction de quitter le pays. Ça, c'est ce que fait la police. Encore une fois, à ce stade-là, personne n'est inculpé. Ils sont juste soupçonnés. Mais je pense que sans le drive, sans l'accompagnement d'un avocat, un interrogatoire peut partir, mais vraiment dans tous les sens. Dans tous les sens. Et n'oubliez pas une chose, c'est que s'il y a un jour procès, ce qui compte, ce sont les dépositions le jour où la personne est arrêtée. Tout le reste, après, c'est de la philosophie. Donc ça, c'est très, très important de le signaler à ceux qui nous écoutent. Juste, je voudrais conclure pour revenir sur les divorces avec violence. Est-ce que les mesures d'éloignement sont rapidement prononcées en Israël ? Oui. Alors, pour le faire encore très bref, monsieur, madame se dit victime d'un coup, d'une menace même. Sachez que même les menaces de mort sont prises très au sérieux en Israël et qu'il peut y avoir de la prison ferme, j'insiste, pour quelqu'un qui menace de mort son conjoint même ou par sa WhatsApp, en disant... Même par WhatsApp, même par ce que vous voulez. Une menace de mort, c'est excessivement grave en Israël. Vraiment. Ok. Donc, les mesures d'éloignement, est-ce que... Alors, ça commence par une plainte, je vous l'ai dit. D'accord. En général, il se peut que le mari se fasse interroger ou la femme se fasse interroger donc, en réponse à cette plainte. Pas dans tous les cas, la garde à vue est prolongée, mais la police a la compétence d'éloigner quelqu'un jusqu'à 15 jours. Elle fait ça en général pour permettre à la victime, le plaignant, de courir dans les dossiers de violence familiale devant le juge des libertés et demander ce qu'on appelle une mesure d'éloignement, comment ça s'appelle en français ? Une mesure d'éloignement, de protection. Voilà, c'est une mesure de protection qui peut aller jusqu'à 3 mois, voire 6 mois. Ça veut dire vraiment repousser, éloigner le ou la conjointe, la sortir de la maison de façon vraiment radicale et immédiate, interdire les rapports indirects ou directs par WhatsApp, pas par WhatsApp. Et ça peut aller vite et très loin, quoi. Très très vite et très très loin. Et c'est pour ça qu'en général, quand une personne se sent victime, il faut qu'elle court vers un avocat pour que celui-ci fasse cette mesure d'éloignement au plus vite. Alors, vous travaillez bien sûr dans ce domaine depuis longtemps et vous travaillez aussi avec la France et l'étranger. Donc, vous faites aussi, vous êtes aussi là quand il y a des procédures d'extradition, pas forcément concernant les divorces. Est-ce qu'on peut être extradé en Israël si on n'est pas coupable ? Alors,
c'est une question un peu complexe. Mais on va essayer de donner une réponse qui est la plus simple possible. Alors, d'abord, la France n'extrade pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un accord d'extradition entre deux pays, en général, l'accord est réciproque. Israël extrade vers la France n'extrade pas vers Israël. Pardon. Donc déjà... Une petite irrégularité dans la procédure. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu... Donc, deux cas, et uniquement 2 cas pour que la France demande l'extradition de quelqu'un. Bon, déjà, il faut qu'il soit bien évidemment israélien. Autrement, s'il n'est pas israélien et que français, ça ne s'appelle pas une extradition, c'est autre chose. Ça, c'est des mandats d'arrêt internationaux. Mais on va dire de quelqu'un qui a la double nationalité. Soit la personne a déjà été jugée en France et a une peine applicable, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de prison. Et alors à ce moment-là, la France demande son extradition pour qu'il puisse purger sa peine en France, ou demander la révision de son procès, etc. Mais c'est vraiment pour des raisons d'emprisonnement. Deuxième possibilité, la France demande l'extradition de quelqu'un parce qu'elle a des soupçons sur lui, ou parce qu'elle veut le juger en France sur des actes qu'elle prétend qu'il a commis. Donc ça veut dire prétend qu'il a commis, il n'est peut-être pas coupable, mais... Il n'est absolument pas coupable à ce stade, puisqu'il n'a pas été jugé ni en Israël ni en France. Mais en tout cas, l'examen que fait le juge israélien n'est pas un examen de fond, c'est un examen de forme. Ça veut dire qu'un juge israélien vers qui on se tourne, enfin l'État se tourne pour demander l'extradition de monsieur Israël, il devra simplement, malheureusement, vérifier qu'il y a l'existence d'un faisceau de preuves contre cette même personne. Et ne pas rentrer dans le... De preuves ou d'indices ? De preuves. De preuves. Ok. Il faut qu'il y ait l'existence d'un faisceau de preuves qui tienne la route, et dit la loi, qui ferait qu'en fin de compte, en Israël, s'il y avait ce niveau de preuves, alors cette personne serait jugée devant les tribunaux. C'est tout. Et je peux vous dire que malheureusement, ça change, c'est en train de changer. Depuis plusieurs années, ça change parce que les juges commencent à ne plus être, on va dire, comme on dit en hébreu, chotemet goumi. Ça veut dire que ils ne mettent pas simplement leur tampon sur leur décision. Ils commencent à être un peu plus critiques et un peu plus comprendre que ça peut avoir des conséquences pointilleux. Désastreuses pour les gens, Mais bien la sûr. situation depuis des années, c'est le juge, dès qu'il voit qu'il y a un faisceau de preuves avec des plaignants, avec des communications qui concordent avec ce qu'on reproche à la personne, on va dire que la procédure est assez rapide. Ces dernières années, dans de nombreux dossiers dont je me suis occupé, on a commencé à faire de la résistance, on est monté plusieurs fois à la Cour suprême, on attaque le dossier vraiment un peu plus au fond, ça dérange beaucoup le parquet, mais résultat des courses, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile d'obtenir l'extradition pour la France qui la demande d'un de nos ressortissants. Et je pense qu'il faut tout faire, absolument tout, pour que nos ressortissants restent en Israël. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les juger, mais je dis qu'il faut les juger ici en Israël et pas en France. Bon, alors on a fait un tour un peu rapide de sujets assez importants, mais en tout cas, je pense qu'on aura mis la puce à l'oreille de ceux qui nous écoutent et de savoir que si jamais ça arrivait, il faut prendre un avocat. Déjà, c'est la base. Quand on est imbriqué comme ça dans une affaire, il faut se défendre. C'est la base. Surtout ne pas dire j'ai rien fait donc j'ai pas besoin d'avocat. Ça, c'est sûr. Et puis pour les divorces aussi, il faut faire attention évidemment parce que ça peut être catastrophique pour la famille, pour les enfants. Et surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants qui souffrent en premier lieu, ça c'est sûr. En tout cas, Maître Fall, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Cathy. Et on se retrouve quand vous voulez. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.